Donc, je commence et avant toute chose, j'aimerais faire quand même un avertissement, c'est-à-dire qu'il sera question de violence sexuelle, de grossophobie, d'avortement et de capacitisme à différents moments de ma présentation. Donc, dans la fantasy écrite par des autrices, la transformation de la figure de Léa Dragon, devenue généralement positive dans le genre de l'imaginaire depuis les années 60, accompagne l'émancipation de l'héroïne. La relation de la figure féminine avec les dragons y permet de nouvelles symboliques, trajectoires et possibilités narratives pour les personnages féminins. Dans ma communication, je m'interrogerai sur les déplacements symboliques que crée cette relation. La fantasy étant très poreuse aux discours politiques et sociaux, j'avancerai que le lien entre les femmes et les dragons est imprégné des symbolismes qui font écho aux enjeux corporels qui ont traversé les mouvements féministes occidentaux. Désir, maternité, violence sexuelle. De fait, par leur rapport avec les dragons, les protagonistes féminines reconquièrent et revalorisent leur corps. Ceux-ci ne sont plus uniquement des objets de contrôle, mais des espaces symboliques et narratifs pluriels d'une réappropriation et d'une capacité d'agir. Afin de le démontrer, j'examinerai l'une des symboliques liées à cette relation, c'est-à-dire le vol, qui permet matériellement et ou métaphoriquement la liberté, l'expression et l'exaltation du désir féminin. En m'attardant sur Dragonflight, ou Le vol du dragon, premier tome en fait du cycle de Pern d'Anne McCaffrey, et The Rainwild Chronicles, Les cités des anciens de Robin Hobb, j'examinerai comment l'imaginaire de la sexualité féminine est réactualisé et transformé, suscitant une réflexion sur le désir féminin et les enjeux de sa réappropriation. Je me pencherai sur la manière dont la libération de ce désir côtoie la tentative de contrôle de ce même désir, que ce soit par la protagoniste, sa société et parfois la dragonne, et la reproduction qui est associée au corps féminin. Dans un premier temps, je m'attarderai à la symbolique du vol, tant dans l'imaginaire occidental qu'en fantasy, où il s'incarne le plus souvent par le vol à dos de dragon-dragonne. Ces symboliques me permettront d'éclairer les textes à l'étude et de saisir les modulations de l'imaginaire de la sexualité féminine qui sont véhiculées dans une perspective féministe. Donc le vol, tout d'abord, c'est un motif d'ascension. Dans les structures anthropologiques de l'imaginaire, Gilbert Durand, citant les travaux de Bachelard sur l'air, les rêveries et les songes, explique que, et je le cite ici, « Le schème de l'élévation et les symboles verticalisants sont par excellence des métaphores axiomatiques. Elles sont celles qui, plus que tout, engagent le psychisme tout entier. Toute valorisation n'est-elle pas verticalisation? » Fin de citation. L'ascension est ainsi dotée d'une valeur positive, voire symbolise un idéal moral, une complétude métaphysique chez certains philosophes. Souvent lié à l'héroïsme et au désir d'évasion, donc un désir imaginaire, loin des contraintes corporelles, la symbolique verticale n'est pas non plus étrangère à la notion de puissance, et principalement de la puissance bénéfique et virile, elle-même incarnée, je le cite encore, par la verticalité du spectre, l'agression efficiente du glaive, fin de citation, qui terrasseront les monstres, et oui, le dragon parmi ces monstres. Parmi les outils ascensionnels, Durand indique que l'aile occupe une place prépondérante. L'anthropologue stipule que l'aile n'est pas un attribut lié à un animal ou à une figure particulière, mais bien à un verbe, à la capacité de voler. La puissance de l'envol n'a cependant rien de physique. L'aile et le vol sont liés à une volonté de transcendance. S'il y a désir de voler et si le vol est accompagné de volupté, c'est cette volupté qui est purifiée et onirique. C'est une sublimation de la chair, loin de la souillure morale et de la chute avec un grand C. On comprend donc que la symbolique du vol s'inscrit dans une division binaire du monde, où force héroïque, virile et morale ascensionnelle s'opposent aux abysses amorales du corps et de la féminité. Dans ses travaux sur les dragons de la fantasy, Daisy de Palma reprend cette définition du vol et l'applique aux dragons. Elle écrit, je la cite, « Le déplacement d'autres dragons transforme les possibilités, accélère le voyage et réconforte le lecteur, qui peut appréhender une autre vision du monde, partir du ciel, un monde ouvert et libre des bandits des grands chemins. Le vol permet d'atteindre une autre dimension, un monde onirique, pur et clair, opposé au sol impur et trouble parcouru d'ombres réelles et figurées. Coupé des extractions terrestres, c'est un voyage perçu comme une libération de ses entraves, mais non pas dépourvu d'embûches. » Fin de citation. Donc, De Palma ajoute que la vision du dragon en vol devient aussi la métaphore poétique de la joie. Celui qui contemple ce vol oublie les matérialités contraignantes. Le dragon incarne dès lors le possible, le voyage à travers le monde, l'ascension, la liberté, la légèreté. Or, en se concentrant sur la symbolique transcendantale et pure du vol en Occident, De Palma oublie,
même si elle mentionne régulièrement la traversée de l'espace et la mobilité, de véritablement explorer la dimension fortement sensorielle liée au vol à dos de dragon. Et je suis au contraire d'avis que les symboliques verticales de liberté et de puissance, voire d'héroïsme, ne sont en fait rien coupés du rapport au corporel. Au contraire, si l'aile est d'abord un attribut du verbe voler, voler est une action, un acte, et tout acte est lié au corporel, à une capacité d'agir. Les symboles s'entremêlent alors aux actions des personnages et à leur effet sur les corps. La complétude métaphysique est loin d'être une connaissance uniquement morale. C'est ce qui se produit notamment dans Dragonflight, le vol du dragon d'Anne McCaffrey. Publié en 1968, il s'agit du premier texte qui a popularisé le duo humain et dragon en le présentant sous un jour positif. C'est également le premier texte qui met en scène une relation positive d'une femme avec un dragon, ici une dragonne. Lessa, une jeune femme liée à la dragonne dorée Ramoth, est choisie pour être la Ray Women d'un Ray, une communauté de cavaliers dont la vocation est de protéger la planète à d'autres dragons. Dans le Ray, on veut que la Ray Women soit forte, investie, active socialement, capable d'assurer la gouvernance en l'absence des hommes. Toutefois, on refuse que la Ray Woman et la reine dragonne, à laquelle elle est liée, volent. Parce que les reines dragonnes, c'est bien connu, elles ne volent que pour se reproduire. La dragonne et son vol, sa mobilité, sont ainsi réduites à une fonction reproductive. Les femmes, d'ailleurs, ne chevauchent pas les dragons-dragonnes. C'est un poste glorieux réservé uniquement aux hommes. À noter que pour De Palma, si le vol est vu comme une libération, un dragon au sol désigne l'absence de mobilité. La reine dragonne et sa Ray Women sont donc immobiles, contraintes de demeurer au sol, alors que les hommes, eux, ont une liberté de mouvement. La règle est même progressivement intégrée par Lessa, de plus en plus amère à l'idée de ne pas pouvoir voler. On peut le constater dans cette suite d'extraits qui reprennent en écho l'imposition. If a queen isn't meant to fly, why does she have wings? Asked Lessa. She was genuinely trying to maintain the tone of sweet reason. She had to learn that although it was her nature to seat, she must seat discreetly. Et ce à quoi on lui répond, Queens don't fly, he said flatly, except to mate, she amended. Donc une page plus loin, a queen flies only to mate. Surely, if she can fly to mate, she can fly at other times. Queens don't fly. Et quelques pages plus loin encore, queens do not fly, Lessa reminded it acidly. Et enfin, queens don't fly because they can't, Lessa told herself with bitter candor, contrasting Ramoth's grotesque descent with Menmet's effortless drift. Donc, ce que ça dit essentiellement, c'est que les reines ne volent pas seulement pour se reproduire. Donc, le dialogue et l'injonction, plusieurs fois repris au cours des chapitres 3 et 4, qui relatent l'apprentissage de Lessa de ses tâches, en devient ainsi presque une mélopée empreinte de douleur et une loi. La jeune femme intègre et s'approprie ce discours, si bien qu'à la fin, elle n'a plus besoin de le dire à voix haute ou même de se faire dire par les personnages masculins. Le discours fait partie de ses pensées, bien intégré à la focalisation interne du personnage. Une femelle ne vole pas, ne bouge pas, ne fait pas la même chose que les mâles, sauf lorsqu'elle doit se reproduire. C'est ici réduire le vol et la mobilité de la dragonne à une fonction reproductive, corporelle, qui en vient à être son unique fonction, même si elle est valorisée au sein de la structure sociale. La réduction de la femelle à son corps. Cette interdiction, toutefois, n'est évidemment pas suffisante pour maintenir Lessa au sol. Elle va franchir l'interdit en s'appropriant le vol, connoté comme masculin dans sa société. Cette tension entre mobilité des hommes et immobilité des femmes et femelles, réduite à leur fonction reproductive au sein du foyer, fait écho aux critiques féministes américaines de la seconde vague et de la classe moyenne blanche, qui demandaient entre autres d'avoir accès au marché du travail et de ne plus être uniquement considérées comme des mères. Dans Les pouvoirs de l'enchantement, Anne Besson rappelle que les genres de l'imaginaire sont fortement perméables à leur contexte d'apparition, dont ils intègrent les discours et idéologies au sein des diégèses. Toutefois, cette intégration implique une transformation où le texte risque alors d'être taxé de littérature pamphlétaire. La défamiliarisation, lorsque bien dosée, passe, et je cite ici Besson, par une mise à distance maximaliste qui induit un effet retour d'autant plus flagrant, faisant de ces œuvres de puissants outils de réflexion sur le monde et sur le genre humain tels qu'ils sont et devraient être. Si les genres de l'imaginaire mettent en scène des discours qui existent déjà dans leur contexte de production, donc ils n'inventent pas ces discours, du moins possèdent-ils intrinsèquement, écrit Besson, par leur rapport à l'extraordinaire,
la possibilité de présenter ces autres possibles, qu'ils le fassent ou non, et par leur nature symbolique de supporter plusieurs interprétations possibles, qu'elles soient activées ou non. Fin de citation. Donc, l'appropriation de symboles liés à la figure de Léa Dragon-Dragonne, de même que l'arc narratif de l'ESA, permettent un premier déplacement, cette mise à distance et cette reconnaissance des revendications qui traversent les années 60-70 aux États-Unis. À noter que si l'ESA ne peut pas voler, elle peut néanmoins en faire l'expérience par le lien qu'elle entretient avec Ramotte, sa dragonne, lorsque celle-ci s'élève pour la première fois afin de s'accoupler. Donc, j'ai mis la citation en français à côté, si ça peut vous aider à suivre. All of the sense and feeling were aloft with Ramoth, and she, Ramoth Lessa, was alive with limitless power, her wings beating effortlessly to the thin heights, elation surging through her frame, elation and desire. She sensed rather than saw the great bronze males pursuing her. She was contentious of their ineffectual efforts, for she was wing-free and unconquerable. Et quelques lignes plus loin, the mating passion of the two dragons at that moment spiraled wide to include Lessa. A tidal wave rising relentlessly from the sea of her soul flooded Lessa. With a longing cry, she clung to Flaws. She felt his body rock firm against hers, his odd hums lifting her up, his mouth fastening mercilessly on hers as she drowned deeply in another unexpected flood of desire. Now we bring them safely home. On le voit dans la diégèse, le vol est lié directement à la puissance, au pouvoir sans limite, à une élévation physique par l'entremise de la dragonne, mais aussi et principalement au désir qui est mis en relief dans le texte par un tiret. Donc le tiret n'est pas présent dans la version française. Pouvoir et désir se mêlent ainsi à une élévation qui n'a rien d'onirique, et corporelle, sensuelle et valorisée. On passe de l'âme, her soul, à des sensations beaucoup plus corporelles. Dans La Cité des Anciens de Robin Hobb, la question du vol et de la reproduction et du désir sont aussi intimement liées chez la dragonne, en réponse sans doute à l'œuvre de McCaffrey, dont Hobb, que Hobb classe parmi ses textes préférés. Donc, a reflex opened Cyntara's useless blue wings. There were stirrings of longing in her. She felt the mating flush warm the scales of her belly and throat, and smelled the scent of her own desire wafting from the glands under her wings. She opened her eyes and lowered her head, feeling almost shame. A true queen, worthy of mating, would have powerful wings that could lift her above the clouds that now threatened to drench her. Her flight would spread the scent of her musk and inflame every drake for miles with lust. But the true dragon queen would not be marooned here on the southern riverbank, companioned only by inept flightless males and even more useless human keepers. Donc, dans les deux extraits, on a un corporel qui est continuellement réaffirmé. Donc, dans le premier, sense and feelings, her wings, her frame. She sensed rather than saw, wing free, et finalement, the mating passion. Et la dernière phrase qui conclut le chapitre, qui est une affirmation d'autant plus forte du corps. Donc, comme je l'ai mentionné, le corps désirant s'affirme de plus en plus au fil de l'extrait jusqu'à finalement prendre tout l'espace. Le corps désirant est cependant affirmé dès le début chez Hobb, donc stirrings of longing in her. She felt the scales of her belly and throat, smelled the scent of her own desire, glanced under her wings, open eyes, lower her head, and flame every drake with miles with lust. Donc, on est manifestement ici dans un registre érotique tel que l'entend Alexandra Desnay dans L'Éros au féminin. Je la cite. Dans le cadre de l'érotisme, nous sommes face à un travail d'élaboration secondaire où il s'agit de suggérer plus ou moins puissamment sexuel, via des ressources stylistiques et langagières, de solliciter la contribution imaginaire du lecteur-spectateur par des moyens indirects. Au plan littéraire, l'emploi de figures de style telles que la périphrase, la métaphore, l'ellipse, la litote. Fin de citation. Le pornographique, quant à lui, se situe du côté de l'organisme direct, des organismes génitaux, et des phases de l'action sexuelle. Pour Destet, l'érotisme oscille entre deux axes, l'un poétique et transgressif, et le second qui vise l'excitation sexuelle. Donc, si cette excitation est un des effets possibles d'extrait, en fait, relativement à la personne et au contexte de réception, la dimension poétique et transgressive est évidemment présente ici. De fait, Cyntara ne peut voler. Ses ailes atrophiées l'en empêchent et le seul fait qu'elle laisse ses désirs l'envahir lui vaudra d'être réprimandée par le mâle Mercure.
Elle-même a d'ailleurs intégré le système capacitiste sur lequel s'érige la structure sociale des dragons. Elle n'est pas une vraie reine puisqu'elle est clouée au sol. Son désir est ainsi transgressif et la honte qu'elle ressent est d'autant plus éloquente. Fait intéressant, chez Hobb, les désirs des dragons ne sont plus médiés par le système de reproduction humain, pas de reproduction de perception, beau lapsus, humain, comme c'est le cas chez McCaffrey. Nous avons accès au point de vue de la dragonne, marque de la gentilité de celle-ci dans le texte. Cette technique narrative contribue à la fois à rapprocher Saint-Ara du lectorat et à l'en l'éloigner. C'est-à-dire que ce n'est plus le corps humain qui ressent, mais celui de la dragonne, via ses écailles et ses glandes. Son désir est à la fois reconnaissable et totalement étranger. Et c'est par ce double mouvement qu'est créé ici un espace de symbolisation du désir, de la reproduction et de son contrôle via la figure de la dragonne. Chez McCaffrey, je l'ai dit, le désir de Lessa provient d'abord de sa dragonne Ramotte et peu à peu devient le sien. Le corporel est moins explicitement cité que chez Hobb, mais Hobb ne citera jamais les organes génitaux, donc la représentation du sexuel demeure quand même du côté de l'érotique. Ici, c'est par le lien qui se tisse entre la créature et l'humaine que prend forme l'espace symbolique. Désir, corps et pouvoir s'entrelacent chez les personnages féminins, tout en étant fortement liés à la notion de relation, parce que le désir partagé est médié par ce lien et cette relation qu'elles entretiennent entre elles. Chez McCaffrey, cette exaltation symbolique par le vol du pouvoir, du désir et de la sexualité féminine contre une immobilité imposée qui n'a rien de naturel n'est pas non plus étrangère au discours de l'époque. Elle est à la fois lointaine des actualisations du désir des femmes dans le monde réel et proche de nous par sa connotation positive et sa revalorisation des corps et de la sexualité. Dans Dragonflight, le vol est toutefois plus qu'une métaphore érotique du désir féminin extradiégétique. Il est sa concrétisation corporelle, charnelle dans l'univers mis en scène. Le désir appelle l'essai à une nature profondément matérielle. Le désir mis en scène n'est pas non plus sans évoquer les propos de la théoricienne féministe afrodescendante et lesbienne Audre Lorde dans Uses of the Erotic as Power, publié en 1978. Pour Lorde, l'érotique, source de pouvoir pour les femmes, a continuellement été dévalorisée par le pouvoir patriarcal. Ramenée uniquement à la sphère sexuelle, l'érotique implique en fait la créativité et une passion pour toute chose. À la fois physique et émotionnelle, il permet le rapprochement entre le spirituel, le corporel et le politique, et devient donc un lieu de pouvoir. Lorde explique à cet effet que the erotic functions for me in several ways, and the first is in providing the power which comes from sharing deeply any pursuit with another person. The sharing of joy, whether physical, emotional, psychic, or intellectual, forms a bridge between the sharers which can be the basis for understanding much of what is not shared between them, and lessen the threat of difference. Dans ce contexte, parce que l'érotique implique un lien, un partage passionnel et un chemin vers le pouvoir tout en abolissant la crainte des différences, on peut dire que le lien qui s'établit entre Lessa et Ramotte à ce moment est érotique. Il permet de joindre la femme et la dragonne et mène ultimement à l'union de la femme et de l'homme. Comme le rappelle Mary Burkhardt dans son article « Les dragons de la fantasy », et je la cite ici, lorsque les instincts du dragon s'affolent, alors il submerge aussi le cavalier et entraîne le couple plus loin dans la fusion jusqu'à s'interroger sur les limites qui existent entre l'animal et l'humain. J'aimerais terminer en mentionnant que ce lien qui s'établit entre l'humaine et la dragonne, s'il est un moteur d'ascension sociale, physique, érotique et d'affirmation du désir, est également un vecteur de contrôle. En effet, Lessa doit impérativement contrôler sa dragonne et son désir de s'empriver avant l'accouplement. Donc sinon, Ramotte ne pourra pas s'envoler. Si elle a trop mangé, elle ne vole pas. Outre une représentation de l'immobilité qu'on qualifie aujourd'hui de grossophobe, par lequel la femelle qui s'empiffre ne peut pas bouger et ne sert à rien, et qui est d'ailleurs réitérée dans le roman par le biais de la Rare Woman apathique Jorah, le contrôle de l'humaine sur sa dragonne implique aussi un contrôle du rut, une domination des pulsions animales par l'être humain sans laquelle il n'y aurait pas de reproduction. Lessa, d'ailleurs, dans Dragonflight, puis dans sa suite Dragon Quest, la quête du dragon, est continuellement mise en opposition avec les autres Rare Women, dans un processus courant et d'ailleurs critiqué qui consiste à détacher l'héroïne de la masse en l'opposant aux autres femmes, cette fois figurantes et personnages secondaires. Car Lessa, si elle est désirante et finira par affirmer sa sexualité dans la chambre conjugale, contrôle son désir et celui de sa dragonne. Ce n'est pas le cas, par exemple, de la blonde sensuelle Kilara,
qui séduit tous les hommes, tombe régulièrement enceinte et utilise la faculté sa dragonne à passer in between, dans l'interstice, pour avorter sans émotion autre qu'une agressive satisfaction. Kilara, dont le désir de pouvoir et de contrôle, mixé à son appétit sexuel débordant, l'amènera à la punition ultime, la mort de sa dragonne et sa propre catatonie. Donc, c'est une récurrence. Donc, il y a toujours une femme sensuelle pour céder au désir de contrôle à laquelle s'oppose l'héroïne. Or, le contrôle de l'autre est contraire à la définition de l'érotisme comme pouvoir défini par Audre Lorde. Dans Dragonflight, la relation entre l'humaine et la dragonne est ainsi beaucoup plus complexe qu'une simple communion, comme elle a souvent été décrite par les critiques. Chez Hobbes, on assiste d'ailleurs à une inversion des pôles de domination. Ce sont les dragons-dragonnes qui contrôlent la reproduction des anciens-anciennes, humains-humaines transformées auxquelles elles sont liées. Ainsi, les anciens-anciennes doivent-elles demander la permission à leur dragon-dragonne avant de tenter de se reproduire? Sinon, l'enfant ne pourra pas survivre. Timara, qui développe d'ailleurs ses propres ailes en raison de son lien avec la dragonne Saintara, croit qu'elle ne pourra jamais être touchée par un homme en raison de ses nouvelles appendices. Or, la réaction de son premier partenaire sexuel, Rapscal ou Canaille dans la version française, est pour elle tout à fait inattendue. So beautiful, I wish you could see them for yourself. You would never feel shy of them again, never cover them again. Move them just a little, would you? It was the first time in her life that she had felt beautiful. His eyes were on her face, and she could suddenly believe what she saw in them. It was easy to know she was attractive, to see that mirrored in his eyes, intoxicating, like nothing else she had ever felt. Le regard de l'homme est donc nécessaire à l'exception de son corps et de son désir. Ses yeux deviennent un miroir dans lequel Timara peut s'observer et se voir différemment et contribue à sa métamorphose en créature merveilleuse et désirable. Cependant, il ne serait pas totalement juste d'affirmer que seul le regard masculin possède un pouvoir transformateur pour Timara. I think I said yes to myself, and Rapscal happened to be the person who was there when I said it. That doesn't sound very nice, does it? But there it is, and it's the truth. Donc, je crois que je me suis dit oui à moi-même, et Rapscal était la personne qui était là quand je l'ai dit. Le pouvoir de séduction est ainsi fait sien et lui permet de commencer à s'émanciper des contraintes de sa société, parce qu'elle est née déjà transformée et cailleuse, loin de la définition normative de l'être humaine. Timara n'aurait jamais dû avoir le droit d'avoir de relations sexuelles ou même d'enfants. En se disant oui à elle-même, elle s'affirme selon ses propres règles, pas celles de sa dragonne, ni sa société d'origine, ni la nouvelle société des anciens-anciennes qui se forment. C'est d'ailleurs pas un hasard si la série, en fait, le cycle, se conclut sur le premier vol de Timara et sur son choix définitif de partenaire sexuel. Donc, à travers ces deux textes, c'est un imaginaire du désir féminin qui se construit via la capacité de voler et son attribut, les ailes. La figure de la dragonne est resémiotisée, et plus précisément à partir du lien que l'héroïne entretient avec la créature. Un nouvel espace symbolique s'ouvre au croisement des discours et interprétations contextuelles sur le désir féminin. Resémantiser le vol est désormais ouverture, affranchissement, exaltation sensuelle du lien, sans pour autant perdre sa complexité et demeurer imperméable à de possibles dérives. Et s'il se transforme au fil des œuvres, différent chez Anne McCaffrey et chez Robin Hobb, mais aussi chez toute la panoplie d'autrices qu'ils révestissent à leur tour, il n'en demeure pas moins vecteur d'ouverture des possibles pour l'héroïne et les dragons, et un symbole de l'émancipation féminine dans toutes ses nuances. Je vous remercie.